Bonjour à tous. Désolé pour le retard, vu que Jérémy a un petit peu trollé sur la conférence d'avant, légèrement. Merci Touf d'ailleurs. Donc on va parler de plusieurs choses pour cette conférence-là. On va parler des différentes attaques qu'il y a eu contre Internet depuis un petit moment. En fait, à la base, on voulait faire juste sur l'année, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses particulièrement intéressantes à prendre sur les années d'avant, donc on va un peu s'étendre. On va aussi parler des différents moyens de communication en temps de crise, donc en prenant l'exemple des révolutions arabes. En 6 mois, il y a eu largement de quoi faire. Donc, vous allez voir. Une dernière chose, nous n'avons aucun lien avec 4chan ou Anonymous. Vous allez comprendre pourquoi pendant le diaporama, mais je crois qu'il faut mieux prévenir avant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Gordon, je suis Stein, et donc Gordon ou Gordon Tezos. Donc voilà. Donc en fait, Internet, ça a été pas mal repris par Jérémy juste avant, mais Internet a subi depuis environ 96 des attaques lourdes par les gouvernements qui n'aiment pas qu'on puisse dire des choses sans qu'ils le contrôlent. Et donc, je pense qu'on a tous des exemples en tête, comme les lois en France, en Europe, Adopi, conneries comme ça. Mais il faut effectivement se souvenir que en 96, c'est le grand firewall Open Office chinois qui a été mis en place. Et donc, en fait, historiquement, la Chine a été le premier pays à réussir à contrôler Internet. Là, ils ont été très intelligents, quelque part, parce qu'ils ont su le faire au début, alors que là, on voit aujourd'hui qu'avec des trucs comme Adopi, Lopsi, etc., les gouvernements, notamment français, essayent de contrôler, essayent de censurer, et ça pique. Comme notre président bien-aimé l'a si bien dit, les Chinois l'ont fait. Enfin, c'est plutôt Jatmer qui l'a dit en l'occurrence, mais bon, ça se ressemble. Faut savoir que la Chine a fait tellement bien son boulot que, donc évidemment, Internet est censuré, mais dans Internet, vous avez les blogs. La Chine ne s'ennuie pas à censurer un blog. Ils censurent carrément un range carrément, mais bien. En supprimant un blog, ils peuvent en dégager 1000 ou 1500. Dans le doute, on dégage tout. Il y a eu des mots-clés, par exemple, lors des soulèvements arabes. La révolution du jasmin, sur les réseaux sociaux, c'était censuré. Ils ont eu le temps, en fait, de voir venir Internet en voyant comment c'était dans les pays occidentaux, et ils ont eu le temps de s'y préparer. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations dernièrement en Chine. Il y a eu des soulèvements au Tibet, il y a eu des soulèvements dans certaines provinces. En Chine, on n'entend rien parler. Tout est filtré, censuré, contrôlé. C'est le meilleur exemple qu'on a. Et comme le disait Jérémy ou même Benjamin Bayard hier, c'est pas Internet en Chine. C'est un réseau, c'est un LAN. Donc après, en Amérique et en Europe, donc, où ils ont été suffisamment stupides pour attendre un petit peu et laisser les gens parler, on a eu le DMCA, donc Digital machin, qui donc a commencé en fait à s'attaquer non pas au droit à la liberté d'expression, mais au droit d'auteur. Donc c'est une façon d'attaquer, pour que moi je vois comme un moyen à terme de contrôler la liberté d'expression. Mais effectivement, à la base, c'était donc les moines copistes de DVD qui disaient « Oh, Internet, ça va nous tuer notre business, il faut tuer Internet ». Donc, on a eu là en 98 donc, la loi DMCA. Il y a eu après donc, la version, on va dire, française, avec la loi DAFSI. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la loi DAFSI, il y a un petit truc qui dit que si vous produisez un logiciel à des fins de téléchargement, pour faire très simple, vous pouvez prendre super cher. Si vous développez un client torrent, par exemple, c'est amende, voire prison. Donc c'est pas contre Internet là, mais ça commence déjà. Et après ça, par contre, on y va joyeusement.
Donc, Donc ACTA, effectivement, que vous connaissez sans doute tous. oui, Passe. On va les faire, vas-y. voilà. J'ai pas voulu prendre le logo actuel, je trouve qu'il était beaucoup plus rigolo celui-là. Donc la DOPI, si vous n'êtes pas au courant, outre de vouloir couper les connexions, ce qui ne marchera jamais, instaure la peur de se faire couper, la peur, etc. Et pour vaincre la peur, le gentil gouvernement nous dit installez notre mouchard orange. Donc effectivement, c'est en bonne voie pour forcer l'installation d'un truc gouvernemental sur chaque poste, qui bien sûr pourra contrôler les postes et les connexions. L'ARGEL, dont vous avez peut-être moins entendu parler, l'autorité pour la régulation des jeux en ligne. Vous avez peut-être entendu parler de Stan James aussi. Oui, donc stanjames.com, qui était un site de jeux en ligne qui n'a pas respecté la demande de l'autorité ARGEL de payer deux, trois petites choses. Qui s'est donc fait filtrer. Voilà. Et en moins d'une journée, il y avait un miroir disponible. Encore une preuve que le filtrage ne sert à rien. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de voir qu'effectivement, un pas a été franchi et la France a filtré, censuré un site. Rappelez-vous au moment de l'OPSI, c'était on ne filtrera que les sites pédophiles. Après ça, on va filtrer les jeux en ligne. Oui. Oui, mais sauf qu'on en a à peine entendu parler. Oui, c'était Enfin, un peu. Ça dépend de qui, mais. C'était un peu l'idée aussi, c'était de dire on va s'attaquer à un truc que personne va trop gueuler. C'est-à-dire, effectivement, ils savaient qu'on était là, qu'on les attendait, que s'ils allaient dire on va filtrer les sites pédophiles, on allait leur dire c'est n'importe quoi. Donc, effectivement, ils se sont attaqués à un truc moins important pour nous, les geeks activistes. Mais voilà, ils ont regardé au niveau de la loi, au niveau des juges, jusqu'où on les laissait aller. Et donc, ils ont vu, ah bah tiens, on a le droit de censurer un site, donc on va s'attaquer à plus gros. Entre-temps, évidemment, le blocage qui a été demandé s'est montré particulièrement inefficace, vu qu'il y avait des miroirs, des noms de domaines alternatifs qui ont été montés très rapidement. Et finalement, c'est donc le site Stan James qui de lui-même a dit c'est fermé aux joueurs français. Donc là, on s'attaque à quelque chose de plus rigolo. Donc effectivement, après avoir coupé un site, on s'attaque aux pédophiles, donc aux internautes. Donc la LOPSI, évidemment, parmi tous les petits cadeaux qu'elle nous fait, elle permet de couper un site. On sait pas de couper, pardon, de le filtrer. C'est-à-dire, le site, il existe toujours, mais on ne le regarde pas. C'est pas bien, c'est caca. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui voient la différence entre filtrer et dégager des contenus sur des serveurs? Si vous filtrez un site, c'est comme si vous fermez les yeux. Vous y avez toujours accès par d'autres moyens. Tout le monde voit ou pas ça? Est-ce que vous avez entendu parler? Donc c'est un Allemand qui s'appelle Albert Freud, au moment du filtrage en Allemagne. Ça dit rien? C'est un Allemand qui, en fait, en voyant la loi, a décidé de montrer au gouvernement que filtrer ne servait à rien et qu'il fallait enlever les contenus sur Internet. Il a donc fait un petit script avec une liste de sites pédopornographiques récupérés via Wikileaks. Il a fait un petit script qui a envoyé donc, des mails à 348 hébergeurs, automatiquement. Il y a eu 250 réponses des hébergeurs. En fait, il leur a dit, vous avez du contenu sur vos serveurs, enfin du contenu pédophile, enlevez-le. Sur les 348, il y a eu 250 réponses et il y a 61 contenus qui ont été enlevés. Quand vous filtrez un site, il n'y a aucun contenu enlevé. Il suffit d'un VPN ou d'un truc à la con pour y avoir accès. La Quadrature, entre autres, a voulu le montrer, le remontrer, le re-remontrer au gouvernement. D'autres, dont un chevelu aussi qui est là-bas, a voulu le montrer aussi, et d'autres dans la salle. Et c'est quelque chose dont ils ne veulent pas entendre parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Si vous enlevez des choses sur les serveurs, vous enlevez les choses sur les serveurs, mais si vous filtrez, vous pouvez tout filtrer. Si vous mettez des outils de filtrage, comme on peut voir en Chine, comme on peut voir, peut-être pas en Corée parce que c'est pas trop de l'Internet, mais dans beaucoup trop de pays dans le monde, si vous commencez à filtrer une chose,
et c'est le message que la quadrature, par exemple, relaie depuis très longtemps. Si vous commencez à filtrer une chose, vous pouvez tout filtrer au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs là qu'on arrive à un point très important. Donc la loi PIPA. On n'avait que cette photo-là, on est désolé. Qui a entendu parler de la loi PIPA? Personne? Ça ne m'étonne pas. C'est un projet de loi aux États-Unis. Qui a entendu parler de Wikileaks? Là, vous me faites peur. La loi PIPA, je vous dis en gros ce que ça fait, et vous allez me dire après si ça vous rappelle quelque chose. Donc, déjà, identification des sites étrangers distribuant des œuvres piratées. Ce n'est pas seulement des sites américains. Et une fois l'identification faite, interdiction aux fournisseurs d'accès d'acheminer le trafic, interdiction aux moteurs de recherche de référencer les sites, interdiction au portail de publier les liens. Les compagnies de cartes de crédit peuvent interdire les transactions. Les DNS peuvent désactiver les adresses. Et avant ça, histoire 2, on peut placer les noms de domaine sur des listes noires. Pour Wikileaks, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y en a qui avaient parlé de violation de droits d'auteur pour Wikileaks. Mais c'est aussi, par exemple, pour Pirate Bay, pour BT Junkie, pour tous les sites où il y a des torrents, ou évidemment MediaUpload ou des choses comme ça. Le seul problème, là, c'est une loi américaine qui peut agir, en gros, partout. Et qui fait aussi un précédent vraiment très, très dangereux. Donc voilà, on a un peu parlé de Wikileaks, on en reparlera après. Donc, moi, ce que je voulais rajouter sur la loi PIPA, c'est justement qu'on voit bien l'avancée et l'évolution des attaques. C'est-à-dire d'une loi qui disait faites pas trop de logiciels de partage, de conneries comme ça. On arrive à un truc qui dit on se donne le droit de filtrer, censurer, couper les moyens de tout ce qu'on veut, au niveau américain donc. Donc si ce truc passe, ça se retrouvera un jour ou l'autre dans nos contrées, évidemment. Et donc, là, pour en revenir à... Ça, c'est un petit complément. Alors, on va dériver légèrement. Qui avait entendu parler du filtrage en Australie? C'est mieux. Est-ce que quelqu'un avait entendu que pendant un moment, l'Australie voulait filtrer les petits seins sur les photos? Alors, ça n'a pas un lien avec cette photo-là, mais ça, c'est pour rappeler donc, que les photos d'enfants nus ne sont pas toujours de la pédopornographie. Mais l'Australie était un des pays occidentaux, on va dire, où le filtrage était le plus grave, et où il y a eu des dérivations complètement hallucinantes. Arrivé à un point où on veut filtrer les petits seins sur les photos, c'est même pas des seins d'enfants, hein. Enfin, c'est sur n'importe quelle photo, petit sein. C'est complètement aberrant. Il y a eu dans différentes lois comme ça des ajouts, on va dire, qui montrent encore une fois des dérivations aberrantes. Et ça, il faut y faire gaffe. C'est comme pour toutes les lois dont on a parlé avant, c'est des portes d'entrée pour des trucs qui vont arriver après. C'est même plus des chevaux de Troie, là, c'est des ranchs. Donc là, effectivement, l'idée aussi, c'est un peu de casser les raisons exposées par les lois. Donc là, par exemple, quand on parle de la LOPSI, donc qui veut filtrer la pédophilie, Oki nous disait hier, il faut, pour la cryptonarchie, il faut utiliser les moyens des pédophiles. La phrase fait peur, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand les pédophiles s'échangent des images, ils le font pas sur pédophilia.com. Ils le font pas sur le web. Ils le font sur leur réseau à eux, bien sécurisé. Et donc filtrer des sites web, c'est juste courir après des trucs qui vont 1000 fois plus vite que nous. Nous, le gouvernement. Il y a eu un rapport de Fabrice Ebelpoint comme ça il y a un an sur les filières pédopornographiques qui en gros montrait un peu l'architecture des réseaux. Filtrer un site, de base ça sert à rien, mais là encore moins. Mais c'est prouvé. Quand on dit qu'on veut filtrer un site pédoporno,
enfin, ou porno dans certains pays. Déjà, il faut les trouver. Est-ce que quelqu'un dans la salle est déjà tombé malencontreusement sur un site pédopornographique? Ouais. Légalement, un enfant mineur a droit de poser nu avec autorisation de ses parents. Et dans certains pays, c'est tout à fait légal. Donc il n'y a pas de. Les poursuites, en fait, sont assez compliquées à gérer. Et voilà, après, il y a aussi l'identification de s'assurer que la personne est bien mineure, ce qui n'est pas forcément évident. Il suffit d'avoir une personne de petite taille avec des petits seins et voilà, le problème est réglé, quoi. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a eu une campagne de pub, je crois que c'était au Royaume-Uni, mais je suis pas sûr, où il y avait des enfants habillés comme des adultes. Ça te parle ou pas? Il y a eu, ça a fait un foin, enfin, c'est Non, hallucinant. La campagne a été annulée. Non, ça ne me parle pas, mais par exemple, la photo est très bonne. Cette photo-là, c'est une photo qui a fait le tour du monde et c'est bien une enfant mineure, nue. Et la question est de savoir plus dans la... Enfin, pour moi, C'est justement pour ça qu'on plus dans la civilisation, de savoir, est-ce que par exemple, pour lutter contre la guerre, est-ce qu'en fait, c'est pas notre propre rapport au sexe, y compris des enfants, qui est en jeu d'une manière générale et pas l'autre d'une manière... Mais voilà. cette photo-là, quand elle est sortie, a fait beaucoup parler. Justement, c'était une enfant dessus. Moi, j'aimerais bien rappeler qu'on parle quand même de filtrer la pédopornographie. Donc là, on a une photo qui n'est pas vraiment pornographique. Et donc, déjà, il y a une distinction importante. Pédopornographie, c'est vraiment une mise en scène sexuelle. Et il n'y a pas beaucoup de pays où ça va être toléré, ça. Hein. Oui, Vraiment, c'est non, ça donc, c'est quand sûr. on parle de filtrer, etc., ou de s'attaquer au contenu pédopornographique, il faudrait peut-être dire oui, mais il y a des pays où tout ça. Si c'est une photo comme ça d'un enfant nu, qui est pas ça va peut-être pas forcément être filtré, mais si c'est vraiment un contenu criminel, le filtrage, enfin pas le filtrage, mais les attaques en justice, les attaques légales, c'est quand même ça peut se développer assez facilement. Non, mais moi, je sais pas ce que c'est, à partir de quel point on a à faire une image pornographique, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de définition. Après, si tu veux. C'est faut qu'il y ait un acte sexuel, mais la plupart des images, on en parlera, la plupart des images sont simulées. Et par exemple, on en parlera après de ça dans ce cas-là. On va retourner dans la conférence, ça peut durer assez longtemps. On en parlera après. Mais non, on en parlera après. Moi, ça me choque plus au Japon, justement, les mises en scène, pas forcément pornographiques, mais où on prend des enfants, on les photographie dans des choses qui seraient considérées pas érotiques. Et ça me choque beaucoup plus qu'on utilise des enfants pour ça, ce qui est même pas forcément illégal. Que de voir des photos comme ça sur Internet. Oui, c'est une photo comme ça. Il y a de l'album Virgin Killer. C'est un exemple que vous auriez pu citer. La page Wikipédia. C'était prévu. D'accord, ok. Mais voilà, c'est. Et merci de me le rappeler. Ça parle à quelqu'un aussi. C'est donc au Royaume-Uni, il me semble, un politique qui a voulu censurer une page. Donc c'était de Scorpions, le groupe de musique. Parce que sur l'album, il y avait je crois que c'était une petite fille assez dévêtue. Sauf qu'ils ont bloqué tout Wikipédia. Histoire de bien faire les choses. Donc sur blocage pendant quelques heures, pareil, on en a beaucoup entendu parler pendant un moment. C'est encore une fois les risques du filtrage. Donc après, pour revenir aussi sur l'autre raison des attaques sur Internet, la raison annoncée, c'est donc là effectivement la culture en boîte. Donc effectivement, si on ne lutte pas contre le partage, on n'aura pas des malprinces. Moi je trouve ça dramatique. Donc moi, je vous propose de télécharger Emma Le Prince si tant est qu'elle existe, pour éviter qu'elle existe plus tard. C'est la diapo troll, ça. Voilà. En fait, c'est surtout donc le discours des majors, dont on entend parler depuis déjà quelques années, qui disent que le piratage c'est mal, que ça tue les artistes. Là, c'est à tout le monde d'agir. Quand vous entendez ça, c'est à vous de dire non, mais c'est faux. C'est le téléchargement illégal permet aux artistes de se faire connaître. Et c'est quelque chose qu'on doit tous faire. C'est pas à 3 personnes, enfin, c'est pas à 4 juste dans un garage de le faire. C'est pas aux partis pirates de le faire, c'est vraiment à tout le monde. Et c'est aussi quelque chose d'important.
Donc, on va reprendre sur l'historique exactement de ce qui s'est passé. Donc, en 2008 et 2009, The Pirate Bay, donc site d'index de torrents, a été pas mal malmené. Il a été fermé, enfin, il a été jugé illégal en Italie, en Suède, je crois, parce que justement, il luttait contre la culture en boîte, c'est à sa façon. Et donc, effectivement, si on prend l'exemple de l'Italie, par exemple, l'Italie donc a dit The Pirate Bay c'est illégal, on ne peut pas fermer un site qui est à l'étranger, donc on va le filtrer, donc les paquets vont plus passer la frontière. Donc évidemment, donc injonction du tribunal au FAI, donc tous les FAI je pense pas, mais donc les FAI ont bloqué le domaine thepiratebay.org. Il a fallu 2 jours pour qu'il y ait évidemment un autre domaine qui pointait sur le site. Dernièrement, il y a eu BT Junkie en Italie où il a fallu moins d'une journée évidemment pour avoir un miroir. Voilà, donc là, ces attaques-là, même couper l'IP, l'hébergeur reprend une autre IP ou un range. Donc c'est pas ils voient bien que c'est pas efficace. Ils n'arrivent pas à censurer Internet en coupant un DNS, en coupant une IP. Donc là, on en arrive à Wikileaks, donc beaucoup plus récent, vu que ça s'est passé en 2010 quand Wikileaks a révélé essentiellement les câbles diplomatiques. Donc là, oui, effectivement, les États-Unis l'ont très très mal pris, et le grand pays de défense des droits de l'homme et des libertés, oui, c'est plus la France, a dit coupez-moi ça, je veux plus le voir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler, est-ce que Wikileaks à un moment a été jugé illégal ou illicite? Il n'y a eu aucune procédure judiciaire engagée à l'encontre de Wikileaks. On est bien d'accord. Ni aux États-Unis, ni en Israël, ni dans Donc, aucun pays au monde, il y a eu une procédure judiciaire. que ce soit aux États-Unis, donc où ils n'ont pas été de main morte, mais ils ont fait pression sur les hébergeurs ou sur les sites genre PayPal pour le dégager, il n'y a jamais eu de procès. Donc le site n'est pas illégal en fait. Mais par contre, ils ont utilisé des moyens un peu plus détournés pour l'avoir. Il y a eu PayPal, Mastercard, il y a eu DIN DNS, ils ont coupé les DNS. En France, il y a eu l'intervention chez OVH de M. Besson pour copyright. Il me semble que c'est DIN qui a fait. Non, DIN c'était pour les DDoS. Il y a eu une des entreprises aux États-Unis, c'était pour violation des copyrights qu'ils ont coupé. Encore une fois, on en revient au copyright. Et donc effectivement, là, quand on repense à la loi PIPA, effectivement, là, c'est juste un an plus tard, ils se disent on va tenter de faire entrer dans la loi le bourrinage qu'on a fait l'année dernière. Donc en fait, on voit très bien que les États-Unis sont super sympas, mais à partir du moment où Internet permet de véhiculer des trucs qui les embarrassent, là, on fait les bourrins. Ils ont tout pété. Quand on voit que quelques années avant, quand on essaie de censurer Internet, on coupait un DNS, on coupait une IP. Là, on a supprimé les enregistrements DNS, donc c'est nettement pire. C'est-à-dire que là, c'était au niveau mondial. On a cherché à faire farmer. Il y a eu des attaques DDoS. Il y a eu des attaques DDoS contre Wikileaks qui venaient certainement pas d'Anonymous, celle-là. Et les établissements bancaires ont gelé les fonds arrivant à Wikileaks. Le tout effectivement sans procès. Et là, aujourd'hui, on tente de légaliser ce truc-là pour permettre de bourriner n'importe quel site sans jugement ni rien. Et la loi PIPA dont je parlais tout à l'heure, c'est pas pour Wikileaks, hein, c'est s'il y a une violation de copyright sur le site peut être coupé. C'est pire que ça. Là en plus, ça sera légal. Et donc, il y a eu ces attaques-là, donc d'une rare violence. Ça n'a pas marché non plus. Parce qu'effectivement, il y a eu immédiatement des milliers de miroirs qui ont été répliqués. Et donc là, on a
parfaitement l'effet flambé dont parlait Benjamin hier. C'est-à-dire qu'un site qui était assez connu a bénéficié de ça pour, quand il a été attaqué, il s'est dispersé dans tous les coins. Et là, quand il y a un Wikileaks, déjà, c'est pas facile de le faire tomber. Alors quand il y en a des milliers, là, c'est même pas la peine. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais chaque point blanc, c'est un miroir. Alors, vous voyez peut-être pas bien, je suis désolé. Mais plein de points blancs, vous en avez beaucoup en Europe et évidemment en Amérique du Nord. Et alors sur le site, vous voyez en fait tous les points blancs apparaître au fur et à mesure. Et c'est en fait au fur et à mesure qu'il y avait par exemple des tutos qui sortaient pour savoir comment faire, il y avait des gens qui arrivaient et qui le faisaient. Bon, alors comme le disait Benjamin hier, il y avait 7000 miroirs, enfin 7000 propositions de miroirs au début et à la fin il n'y en avait que 1500 qui marchaient. Mais ça a été à une vitesse assez hallucinante. 1500, il faut savoir que c'est 1500 procédures pour les couper, pour faire taire Wikileaks entièrement. Il faudrait couper 1700 IP, nom de domaine. Sachant que le temps qu'ils fassent ça, il y en a d'autres qui se mettent en place. Donc là, c'est virtuellement impossible de le faire taire. Et donc c'est ça en fait qui dérange dans Internet, c'est que Internet, par son fonctionnement et son concept, permet justement ce genre de truc et permet de ne pas être contrôlé. Donc juste une slide rigolote sur la coupure du nom de domaine, donc dont on a déjà parlé. Donc on l'a coupé chef, non. Alors, Wikileaks, vas-y, passe la suivante. Donc en fait, Wikileaks peut se faire mirrorer. Il avait, on va dire, la puissance pour le faire. Il était connu. Donc là, par contre, on va arriver donc, sur les soulèvements arabes. Il y a eu des blogueurs qui se sont fait arrêter, qui ont été censurés. Eux n'ont pas forcément la visibilité pour se faire mirrorer. Et c'est là qu'arrive le site stressant.me, dont on parlait hier, justement, de Telecommits. C'est justement pour ce genre de cas que ça a été créé. Ça permet de mirrorer du contenu, donc que ce soit des vidéos, des blogs. Il y a eu par exemple un blogueur égyptien, Sandmonkey, qui a été arrêté. Au moment de l'arrestation, enfin dès qu'on l'a su, ceux de Telecommits étaient dessus et ils étaient en train de prendre tout le blog pour le garder au cas où il serait supprimé. Donc dans les soulèvements arabes, il y a pas mal d'exemples également de censure. Donc on voit déjà dans tous les pays qui ont bougé, donc qui ont communiqué essentiellement par Internet, facilement ou pas. Il y a plus de 20 pays en fait où il y a eu enfin ça va de la manifestation au soulèvement généralisé. Il y en a 4-5 dont on a beaucoup entendu parler. Donc c'est évidemment la Tunisie, l'Égypte, le Yémen et la Syrie. L'Arabie Saoudite, par exemple, il y a eu des débuts de manifestations qui ont été très sévèrement réprimés. Il y en a eu en Chine aussi, où il y a eu des gens qui sont sortis dans la rue, où il y avait en gros 10 fois plus de flics que de manifestants. Il y a des journalistes qui se sont fait tabasser. Il n'y a eu aucune couverture dessus, mais il y a eu un début de manif. En Égypte et en Syrie, ils n'ont pas été de main morte. Donc, ça c'est du pixel art pour vous montrer ce qui s'est passé en Égypte au niveau des communications, c'est-à-dire toutes les coupures, et donc vous êtes tous absolument incapables de lire. Alors, en gros, je vais vous le faire rapidement. C'est un peu la procédure du parfait dictateur. Donc, le 25, il y a Twitter qui est bloqué. Et après ça, c'est la foire d'empoigne. Le 25, c'est Twitter, donc bombuser.com, qui hébergeait beaucoup de vidéos à ce moment-là. 25 janvier, je précise. Oui, 25 janvier. Il y a eu les GSM d'activistes, non pas le réseau GSM entier, juste ceux qui faisaient vraiment chier. Dégagés. Et couverture réseau de la place Tahrir. Là où tous ceux qui faisaient chier étaient. Sauf que après, ça ne s'est pas arrêté. Donc il y a eu Facebook qui a été fermé. Les réseaux BlackBerry, il y a eu les SMS sur quasiment tous les réseaux, et donc ça c'est le 27, Internet, sauf un seul petit fournisseur d'accès. Le 28, avec Telecommits FDN qui ouvrait des lignes pour pouvoir joindre Internet par téléphone, c'est les appels téléphoniques qui ont été coupés, et certaines lignes carrément, enfin terrestres, ont été dégagées. Le 31, c'est le dernier FAI qui a été viré. Le 2 février, Internet revient, ça commence à faire mal.
Les appels via donc, GSM ont été restaurés aussi. Le 6 février, les SMS reviennent. Et le 11, c'est Moubarak qui a été coupé. En fait, c'est la fin de la diapo. Mais en Syrie, ça a été la même chose. On commence par couper Twitter et Facebook, que c'est ça qui permet de parler. Après ça, on coupe les GSM parce qu'il y a des gens qui sont là. Donc voilà, en fait, ça a commencé donc en Syrie par Twitter et Facebook, c'est-à-dire en fait là on coupe les services, les accès aux services, donc les IP, les noms de domaine et un peu de DPI aussi. Donc en fait en Syrie c'est effectivement plus facile qu'en France parce que c'est déjà une dictature depuis longtemps et la liberté d'expression est moins importante qu'ici. Donc c'est ça qui a permis de couper ces services plus facilement. Les entreprises de communication sont aussi détenues par l'État. En gros, il y a un seul fournisseur d'accès et c'est l'État qui l'a. Et pour les GSM, c'est un cousin du président Roy, je ne sais plus, il me semble que c'est un président qui le détient. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc effectivement, quand on a coupé, on a réussi à couper Facebook, Twitter, les gens il a été plus difficile aux gens de communiquer. Donc après, il est resté Skype, donc je te coupe 2 secondes. Skype, c'est... Oui. Mais rajoute juste le suivant aussi, on va faire les deux en même temps. Tu connais Ultrasurf? Tu peux lever la main. Tu peux lever la main. Ouais. Tu connais Reflet aussi, un super blog. Non, je sais, vous connaissez tous Ultrasurf. Skype et Ultrasurf, c'est deux softs. Donc Skype, tout le monde connaît. C'est deux softs qui ont été beaucoup utilisés. Skype, il faut savoir qu'en gros, il y a une version par pays avec des accords avec les autorités. Ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Il y a eu 2 cas avec Skype. Il y a eu un où il y a eu un accord avec les autorités et où donc ils pouvaient écouter. Il y en a eu un autre où il y avait du DPI. Il me semble que c'était en Syrie, où il y avait du DPI sur le réseau et où ils ont pu écouter les communications. Ultrasurf, le deuxième, donc en gros c'est un petit logiciel qui permet de bypasser la censure. Si j'étais vous, je n'utiliserais pas, tout simplement. Il y a des trucs qui sont très très malsains avec. Des connexions qui partent un peu dans tous les sens. Je vous renvoie à l'article sur Reflet pour beaucoup plus de renseignements. Perso, j'ai des amis qui l'utilisent. Ça m'a fait très plaisir de ne pas l'utiliser quand j'ai lu l'article de Touffe. C'est assez hallucinant. Et ça fait très très peur d'entreapercevoir les moyens qu'il y a derrière. Que c'est une boîte, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où vient l'argent, mais elle existe, il y a un minimum de marketing derrière, et mine de rien, le logiciel est très connu et utilisé partout dans le monde. Voilà, c'est encore pire. Donc après avoir utilisé des logiciels plus ou moins contrôlés pour espionner et effectivement agir pour éviter que ça bouge trop, on est passé au stade au-dessus et on a pris le contrôle du HTTPS, donc le SSL, qui se base sur un système de confiance assez foireux. Et donc les gouvernements ou le FAI principal, dont le PDG était le fils de machin, ont pu avoir accès au certificat Racine de Komodo, je crois. Enfin non, c'était pas... Ça c'était autre chose. Oui, il y a eu deux choses pour le HTTPS. Il y a eu des scripts sur Facebook et Twitter au moment de la connexion pour récupérer les mots de passe. Et il y a eu une autre chose, c'est une utilisation de certificat Racine à l'échelle de l'État, autorisée par exemple Microsoft, ou il me semble que Mozilla le fait aussi. Et donc en gros, ils pouvaient dire que la connexion au site était la vraie, sauf qu'il passait par les serveurs du gouvernement. Et du coup, ils pouvaient voir ce qui passait. Donc en gros, vous vous connectiez en HTTPS, mais c'était pas le cas. Enfin, c'était le cas, mais sauf que le gouvernement pouvait vous écouter. Donc, et on me fait signe au fond que Firefox, donc que Mozilla n'en faisait pas partie. Ça m'étonne pas. Donc là, effectivement, le principe c'est un petit peu le même que pour Skype et Ultrasurf, c'est-à-dire qu'on laisse communiquer les dissidents sur un truc qui est trop sécurisé et en fait on les espionne derrière. Et après ça, on les chope et on les torture. Voilà. Après ça marche très bien.
c'est le réseau Tor qui a été. Alors oui, c'est Tor qui a été coupé. Ça n'a pas été très très long, mais donc encore une preuve qu'il y a du DPI, c'est en Iran. Ils ont réussi à trouver les tunnels Tor. En gros, ils ont réussi à les couper et très rapidement, Tor en fait a réussi à trouver le truc pour contourner cette censure. Mais Tor a quand même été coupé pendant un moment. Et donc finalement, c'est carrément le réseau GSM qui a été coupé. Donc là, qui n'a même pas touché les dissidents ou les internautes, c'est carrément tout le réseau GSM. Donc là, vous avez, si un jour vous êtes dictateur, c'est ça qu'il faut respecter, c'est la procédure du parfait dictateur pour couper. C'est d'abord les gros réseaux sociaux et après on se rend compte qu'on est dans la merde et en fait on bloque de plus en plus, mais au final ça sert à rien. Et après, Il y aura toujours des coupe. moyens pour communiquer. Voilà, et après ça on crame tout. Moubarak a eu un procès il n'y a pas longtemps, il a été reconnu coupable d'avoir coupé Internet en Égypte et il s'est tapé une amende de plusieurs millions. Ce que personnellement je trouve juste énorme. Et donc en fait, pendant ces révoltes arabes, et notamment en Tunisie, aussi dans les autres pays, mais ça s'est beaucoup vu en Tunisie, pendant que là-bas ça se faisait censurer, il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes pour aider à restaurer les communications. Donc notamment la FDN, Télécomix, ont fourni des lignes RTC pour que les dissidents, même quand Internet était coupé, entre guillemets, puissent se connecter sur le réseau téléphonique simple pour communiquer avec l'extérieur. Donc il y a eu beau vent, une réponse très suivie de la part de ces gens-là. Donc d'une part, les RTC... En Libye, il y a eu du hacking de réseau GSM. Donc on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais a priori... Apparemment, ça viendrait... Enfin, apparemment. À l'époque, on ne savait pas trop, mais les États-Unis ont annoncé le truc assez clairement. En gros, ils ont fourni pas mal d'argent et du matos. Il y a eu des ingénieurs qui ont été en Libye. Quoi qu'à l'époque, je soupçonne l'Arabie Saoudite de l'avoir fait, mais maintenant, c'est les Américains. En gros, ils ont envoyé des ingénieurs avec des valises, avec du beau matos dedans, et en fait, ils ont récupéré en gros les réseaux GSM. Ils ont réussi à faire un réseau GSM pour les rebelles qui puisse ne pas être coupé par le gouvernement en place. Et en Syrie, il commence à y avoir la même chose aussi. Donc là, donc on a les. Il y a aussi eu donc du radio amateur. Il y a eu des messages en morse qui sont passés. Ça reste hallucinant. Il y a 6 mois, on m'aurait dit ouais, on va parler en morse. Non mais attends, ça va pas. On a les mails, on a machin, ça sert à rien. Quand il n'y a plus Internet, il faut se démerder. Les radios amateurs, on peut pas les censurer. Le morse, ça passe partout. C'est parfait, on va parler comme ça. Et il y a aussi eu des paquets TCP qui ont été envoyés par morse via des radios amateurs. Donc Internet, quand on le tape, il réplique toujours. Et donc, en dehors des initiatives citoyennes, donc comme Télécomix ou FDN qui ont fourni des IP, d'autres, tels que nous deux, avons cherché à faire en sorte que l'information ne tombe pas aux oubliettes. Et donc, on a créé Réponse.info. Non, c'est pas celui-là. Alors, donc, en fait, c'était parti d'un constat très simple. C'était au début des soulèvements arabes. J'ai essayé de trouver des sources d'informations, en fait, mais à un seul endroit. Que ce soit de la presse ou même un mec qui avait fait quelque chose comme ça, ou qui synthétisait les différents comptes Twitter à suivre, les différents médias, ou les choses comme ça, et il n'y avait rien. Il y avait le Guardian qui avait commencé à faire une carte un peu interactive avec des comptes Twitter fiables dans les pays, enfin dans certains pays, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai chopé Gordon sur IRC, je l'ai enchaîné à sa chaise, je l'ai fouetté jusqu'à ce qu'il code le site. Donc moi je m'étais occupé de trouver les sources, lui il a fait un super boulot pour le développement. Et normalement on peut lire. En fait, ce qui était assez hallucinant, c'est qu'on a commencé, il y avait genre 5 pays où il y avait des problèmes. Là on en est à plus de 20. C'est monté à une vitesse complètement hallucinante. Le site est sur Twitter aussi. Le Twitter principal spamme beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 3 jours, en 2 semaines, il devait y avoir 3000 tweets ou un truc Oui, dans un ce truc genre-là. comme ça. Après, donc j'explique juste le truc, c'est que le site réponse.info est une page simple qui donne en fait les comptes Twitter, les chaînes YouTube, etc., même les sites, les blogs, qui diffusent l'information intéressante sur les pays dans lesquels il y a des soulèvements. Et donc le bot Twitter, lui, c'est un peu le même principe, sauf qu'il va directement retweeter, donc renvoyer toute l'info cohérente qu'il récupère. Donc si un des comptes indiqués dans la liste semble parler de quelque chose qui se passe, on renvoie ça. Et en fait, on a décliné le bot pour avoir une information plus concise. Par exemple, on a 3 bots de langue. Par exemple, si vous voulez avoir juste les tweets en français, ça sera réponse-info _fr. Et Il y a la même en anglais et en arabe. en anglais et arabe, et également 2 autres qui vont retweeter uniquement les comptes de presse, hein, c'est-à-dire les journalistes, etc., et les locaux qui vivent le truc de l'intérieur. Le site est aussi parfaitement miroirable. On peut en faire des miroirs très facilement. En fait, on s'était dit en commençant que, par exemple, la Chine bloquant des mots-clés comme révolution des jasmins ou des choses comme ça, moi, ça m'aurait fait plaisir de voir mon site censuré, que ça voulait dire qu'il aurait marché. Et donc, si on pouvait le mirorer, il y aurait peut-être moyen d'y avoir accès par d'autres moments. On ne sait pas s'il a été censuré, j'espère. Et on a eu des retours. Il y a eu des personnes, que ce soit sur IRC ou sur Twitter, on a eu des mails aussi. Merci pour votre site. Est-ce que vous pouvez rajouter tel compte Twitter? Et là, on va justement, passe à la diapo suivante, on va finir. Non, c'était pas celle-là. Non, c'était Ah celle-là. si, c'est celle-là, pardon. Voilà. Les communications, c'est bien. Twitter, c'est bien, mais vous savez pas à qui vous parlez. Le meilleur exemple, quand j'ai cherché des comptes Twitter sur le net pour avoir des sources d'infos, il y a un Twitter, c'est Deraa Nao. La bio, c'est en gros des habitants de la ville de Deraa, c'est en Syrie. Et ils disent que, donc ils tweetent pour dire au monde ce qui se passe. Il y a eu des tweets, on est en train de se faire bombarder par des tanks, on a besoin de nourriture, on a besoin d'eau. Bon, j'arrive sur le compte Twitter, je fais ouais, ça a l'air bien, mais rien ne me prouve que c'est vraiment des locaux. Si ça se trouve, c'est le gouvernement. Si ça se trouve, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était un autre compte Twitter, J-Girl in Damascus, il me semble, où en fait c'était un Américain qui était derrière. Vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire. Et ça nous a posé un gros problème dans l'élaboration du site, parce que trouver des comptes Twitter, c'est bien. Que les comptes soient fiables, ça peut se voir, mais ça peut très bien être de l'intox. Ça peut très bien être, par exemple, Deraa Nao, ça pouvait très bien être un compte du gouvernement en train d'enfumer les gens, en train de dire oui, voyez, on est en train de se faire bombarder, on est en train de se faire bombarder, et 2 jours après dire ouais, non, en fait, c'est bon, il n'y a plus personne. Et en fait, il y avait 2 régiments de chars à l'entrée. On ne peut pas savoir ça. C'est donc, d'un certain côté, c'est un pari qu'on a fait de prendre certains comptes Twitter comme ça. Moi, perso, j'ai refusé des comptes qu'on m'envoyait, par exemple, par mail, où je recevais un mail me disant ouais, voilà. Je suis sur la place, rajoute mon compte sur le site. Non, je te connais pas, je sais pas ce que tu fais. En plus, tu viens de toi-même, donc c'est pas forcément top. Faut se méfier. Et ça, c'est pas que pour ça, hein, c'est de toute façon, c'est en général. Je vous invite d'ailleurs au workshop de Chine après pour GPG, c'est à ça que ça sert. Donc oui, en fait, là, si j'ai dit la confiance sur Internet, c'est que ça ne se limite pas à Rêve11. C'est en fait dans la structure d'Internet. Internet est fait pour résister à une attaque nucléaire, mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la confiance. Donc il y a des initiatives très intéressantes là-dessus pour bâtir des réseaux de confiance. Donc par exemple, il y a Web of Trust. Qui est un site qui va permettre aux gens de noter leur confiance dans un site, etc. Et donc en fait, c'est aussi un peu sur ça qu'on s'est basé, c'est-à-dire que de base, quand on nous donne un compte Twitter, on nous dit rajoute-moi dans la liste, on ne sait pas qui c'est, mais si on voit que
En fait, le réseau de personnes à qui on fait confiance, déjà, Lui fait si on confiance. voit que eux leur font confiance, etc., on arrive à jauger du sérieux de ce compte-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout sur Internet. C'est hormis donc comme je disais, le SSL qui se base sur une confiance unilatérale. Par exemple, le GPG, donc système de chiffrement par clé asymétrique. On ne peut pas savoir qui est la personne derrière une clé, sauf si on fait confiance aux personnes qui lui font confiance, etc. Et auquel cas, on arrive à bâtir un réseau de gens qui se parlent en étant plus ou moins sûrs de la personne qui est en face. Donc, effectivement, c'est loin d'être parfait. Et effectivement, quelqu'un qui veut un peu infiltrer le réseau de confiance peut le faire mais plus il y a de gens dans la chaîne, plus ça va être difficile. On a reçu un mail aussi à un moment, c'était un pote de Touf qui nous envoyait des adresses. Vu son pseudo, j'aurais reçu le mail, je ne le connaissais pas, j'aurais jamais pris les adresses. Sauf que ça faisait un petit moment que je le voyais sur Twitter. Si on regarde son Twitter, on voit que, par exemple, il follow Touf et d'autres aussi que je connaissais, que Touf le follow. Je vois, il fait partie de quel asso ou des choses comme ça. Ok. Bonjour, je suis en local, j'habite à Dera, vous avez jamais entendu parler de moi et vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Prenez-moi, je suis bien. Non, pas une bonne idée. Donc c'est très problématique pour ce genre de choses. Et c'est aussi ce qui s'était passé avec le Morse pour les radioamateurs, pardon. Il y a eu des messages en Morse, mais il y en a, on n'a pas pu savoir d'où ça venait. Il n'y avait aucun moyen de savoir qui était l'émetteur. Donc toujours le même problème. Ce qui en soit était une bonne chose, puisque ces personnes avaient besoin, dans beaucoup de cas, de protéger leur anonymat, parce qu'ils étaient assez en danger. Donc tu as quelque chose à rajouter, on passe aux questions? Non, ça va, donc question. Y a-t-il des Voilà. questions? Alors, c'est plus une remarque par rapport à ce que vous disiez au niveau du filtrage du net, notamment en France pour la Lolopsie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du filtrage du net, le bouquin que vous citiez de Bellepoint faisait un petit peu l'historique sur la chose, d'où vient notamment maintenant de plus en plus de contenu, disons la diffusion de contenu pédopornographique est due en grande partie au filtrage notamment de la pornographie simple en Russie, et ce qui a donné une sorte de mafia qui s'est engouffrée là-dedans et qui a créé tout ce qui est pornographie. On a prévenu les députés à l'Assemblée nationale, on leur a envoyé le bouquin des Bellepoint. À la plupart des députés UMP, il y a eu un gros travail avec In Libro Veritas. Et la plupart des députés UMP, malgré qu'ils étaient prévenus, donc à la fois par les internautes et à la fois qu'on leur a envoyé le bouquin, ont quand même voté donc en connaissance de cause des tenants et des aboutissants de la chose, que d'une part, on ne supprimait pas le contenu, on faisait juste, on fermait les yeux, et que d'autre part, ça allait permettre de propager encore plus le contenu pédopornographique. Donc les élus sont quelque part aussi complices de ces diffusions, en voulant filtrer, etc., se rendre complices d'une certaine mafia, et en ne faisant pas tout ce que préconisait le livre, c'est-à-dire de plutôt chercher les sources et les mouvements financiers de ces trucs-là. Oui, donc effectivement, c'est vrai que un des retours de bâton du filtrage, c'est que effectivement, le filtrage et la censure appellent le crypto-anarchisme. Et dans le crypto-anarchisme, la madame crypto-michu qui va chiffrer ses mails à son fils pour lui demander comment il va, ça va générer du bruit chiffré. Et dans le bruit chiffré, il y aura des trucs pas clairs qui se passeront dedans. Donc effectivement, c'est encore un des retours de bâton. D'autres questions? Ou un troll, quelqu'un peut dire que le filtrage c'est bien? Ça pourrait être marrant. J'ai vu Marou rigoler là-bas. Tu veux parler? Non, tu vas pas parler de pédophilie. Bon, j'étais voir, il y a Darknet et ils ont fait un logiciel qui s'appelait WAST. Bon, le mec est à Paris, je crois. Bon, enfin, pas loin. Et donc, on a fait choper 37 pédophiles. On parlait de pédophiles. Là. Et avec ce logiciel, j'ai montré ça à la police des mœurs.
J'étais allé voir, pareil. Et donc, il y avait dans les 37 pédophiles, tous affiliés à l'EMP, aux copains de l'EMP. C'était vraiment grave. Et donc, après, je me suis cassé la gueule. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Ils m'ont repéré parce qu'il y a eu un rapport de police. Avec mon nom et tout. Mais... Et donc, non mais ce qui se passe, c'est que ils m'ont dit à la police des mœurs, on peut rien faire, il en reste 5 encore au gouvernement, dont Luc Ferry, par exemple. Et ça, c'est un joli troll. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Donc oui, voilà, juste la conclusion. Vous pouvez onduler. Voilà, vous pouvez onduler parce que quand on coupe Internet met une claque dans la gueule à celui qui le coupe. On t'attendait sur scène à ce moment-là. Bah, moi j'ai ondulé. Scaline, tu ondules. Tu ondules. Voilà. Et une dernière.